Chers étudiants et bienvenue dans la suite du corrigé des TD de mécanique du point. Donc là, on est à la série numéro 3. Et dans cette série, on va commencer la dynamique. Donc, on va commencer la dynamique et on va parler dans cet exercice vraiment qui contient tout. Vous aurez le principe fondamental de la dynamique, comment déterminer l'équation du mouvement à partir du PFD, retrouver l'équation à partir du théorème de Tek, théorème d'énergie cinétique. Et on va appliquer aussi le PFD dans un repère mobile non galiléen et on va parler des forces d'inertie. Donc vraiment un exercice complet sur la dynamique et dans cet exercice on va parler de ce sujet-là. Voilà un anneau là qui est relié à un ressort et qui se déplace dans le plan horizontal IJ. Donc voilà l'exercice. Donc vous avez or IJK est un repère galiléen. Un anneau de masse M, voilà, cet anneau-là de masse M se déplace sans frottement. Donc on verra ce que c'est sur un cerceau circulaire. Voilà le cerceau circulaire de centre C dans le plan horizontal. Faire très attention, le schéma et les trompeuses, tout ça se place dans le plan horizontal, c'est-à-dire le vecteur K il est perpendiculaire au plan de l'écran. Bien. Donc, on va définir un repère R1 O ρ au fil, le repère lié au mouvement. Donc, c'est le repère mobile. Donc, on donne OM est égal à 2L cosinus phi suivant ρ, mais on peut le montrer facilement. On l'a déjà fait dans la série précédente. En plus des forces habituelles, l'anneau est soumis à la force de rappel exercée par le ressort de raideur K et de longueur à vide L. Voilà. Dans tout l'exercice, on étudie le mouvement par rapport à R. Donc, on va y faire tout le mouvement et donc faire attention à dans quel repère on fait l'étude, dans quelle base on fait la projection. Donc, on peut faire l'étude dans R, mais on peut projeter les résultats soit dans le repère ρ au phi ou bien le vecteur de Fresnel, tau et n. Faites très attention à repère d'étude et base de projection. Donc, on va faire l'étude dans le repère O et J, mais on a le droit de projeter dans la base de Fresnel, par exemple. Les questions sont les suivantes. Exprimer dans la base de R1 la vitesse absolue de R, le vecteur tangentiel, le vecteur normal, tout ça on l'a fait en détail dans la série précédente. Et dans la suite, on va utiliser le repère de Fresnel comme base de projection. D'accord? Et on va exprimer gamma dans le repère de Fresnel, donner les expressions des forces appliquées et par application du principe fondamental de la dynamique, démontrer cette équation-là. Donc l'équation de la trajectoire si vous voulez. Et à partir de cette équation, déduire phi point au carré en fonction de phi point. Et voilà les conditions initiales. On rappelle cette donnée-là. Enfin, déterminer les composantes de R de la réaction à cette masse M. Sixième question, par application du Tek, théorème de l'énergie cinétique et pas le module de langue, retrouver l'équation différentielle du mouvement, déterminer les énergies potentielles, donc l'énergie potentielle du système, en déduire l'énergie mécanique et vérifier si le système est conservatif ou pas. Enfin, étudier, déterminer les positions d'équilibre et étudier leur stabilité, montrer quelles sont les positions d'équilibre stables, quelles sont les positions d'équilibre instables, et enfin, appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le repère R1, qui est cette fois-ci un repère non galiléen, et retrouver l'équation différentielle du mouvement. Donc voilà, vraiment un exercice type examen qui contient pratiquement toutes les notions de la mécanique du poids. Bon, allons-y donc. Bon, je disais, on vous donne OM est égal à 2L cosinus phi suivant ρ. Mais on peut le montrer, hein. Rappelez-vous le TD précédent, on avait montré que OCM est un triangle isocèle parce que le rayon est le rayon. Et on fait la projection ici. Et on voit que OM, c'est cosinus phi, par exemple, cosinus phi, c'est ρ sur 2 divisé par L. Et on arrive à cette équation-là. Mais ça, on vous le donne, pas de problème. Première question, quelle est la vitesse du point M dans le repère R? Bien sûr, par définition, c'est d de OM sur d de t dans R. OM, c'est quoi? C'est 2L cosinus phi suivant ρ. Donc, phi, il dépend du temps. ρ, il dépend du temps. Donc, faire très attention. Donc, je dérive cosinus phi. C'est quoi la dérivée de cosinus phi par rapport au temps? Dérivée de cosinus phi par rapport au temps. C'est la dérivée de cosinus phi par rapport à phi qui est moins sinus phi, multiplié par la dérivée de phi par rapport au temps fois phi point. Donc, voilà, j'ai factorisé tout de suite par phi point. Il reste moins sinus phi.
Ensuite, plus 2L cosinus phi multiplié par la dérivée de rho. Et la dérivée de rho, bien sûr, c'est phi point suivant E phi. Donc, phi point, voilà E phi. Et phi point, je l'ai déjà mis en facteur. Donc, voilà la vitesse. Donc, la dérivée de rho sur d de t par rapport à r, c'est phi point suivant E phi. Voilà l'expression de la vitesse. Maintenant, vecteur tangentiel normal. Bon, une fois qu'on a le vecteur vitesse, on peut déterminer le vecteur tangentiel. C'est le vecteur collinéaire à la vitesse. Donc ça, c'est la vitesse. C'est par définition V sur module de V. Le module de ce vecteur, c'est 2L fois phi point, parce que racine carrée de sinus carré plus cos carré, c'est 1. Donc il me reste quoi? Il me reste 2L phi point. Si je divise ça par le module, il va me rester uniquement ce vecteur-là. Donc, tau, c'est moins sinus phi suivant rho plus cosinus phi suivant phi. Vous vérifiez bien que le module de tau est égal à 1. Pour déterminer n, vous avez 3 méthodes. Bon, la plus simple, c'est de remarquer que n, c'est tout simplement la dérivée de tau sur d de phi dans le repère R1. Donc, vous voyez bien, phi, c'est cet angle. Donc, si je dérive tau par rapport à phi, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Donc, je dérive directement ici. Ça me donne moins cosinus phi suivant rho, moins sinus phi suivant E phi. Ou bien, vous pouvez le déterminer graphiquement, tout simplement, graphiquement. Voilà le vecteur tau. Vous voyez bien que sa projection suivant rho, c'est cosinus, mais avec un signe opposé, donc c'est moins cosinus. Et sa projection suivant phi, c'est dans le côté sinus, mais dans le côté opposé, donc c'est moins sinus. Voilà. Ou bien, troisième méthode, puisque K, tau n, c'est un trièdre direct, c'est le trièdre, la base de Freinet, vous remarquez que K vectoriel tau est égal à n. Donc, je peux déterminer aussi n par cette relation-là. Donc, vous avez 3 méthodes. Bon, la plus simple, c'est celle-là. Bien. Donc, on a tau, on a n. Maintenant, dans la base dans la suite, on va tout exprimer dans la base de Freinet. Donc, question suivante, c'est déterminer l'accélération. Donc, voilà la vitesse. Donc, on va dériver cette vitesse. Et là, il faut faire très attention. Donc, la dérivée de V, je dérive par rapport au repère R. Hein? Donc, je dérive phi point, c'est phi seconde, plus 2L phi point, d de tau sur d de t par rapport à R. Et là, l'erreur classique, c'est de dire, bon, d de tau sur d de t, ce sera phi point fois n. Faites attention, ça, c'est pas vrai. C'est la dérivée de tau par rapport au temps dans R1 qui est égal à phi point fois R. Mais là, on dérive par rapport à R. D'accord? Donc, pour calculer d de tau par rapport à R, voilà le vecteur tau. Soit vous calculez directement la dérivée de ça, c'est-à-dire ça va donner moins sinus phi, phi point suivant E phi, plus cosinus phi, la dérivée de rho, c'est phi point suivant E phi, ensuite la dérivée de sinus par rapport au temps, ensuite la dérivée de rho par rapport au temps. Vous allez avoir 4 termes. Mais j'ai une méthode plus simple. Je rappelle que la dérivée d'un vecteur par rapport au temps dans R0, c'est sa dérivée dans R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel A. Bon, je vais appliquer ça au vecteur tau. Donc, je vais avoir d de tau sur d de t par rapport à R0. C'est d de tau sur d de t par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel tau. Or, vous voyez, ce vecteur-là, R1, ce vecteur, il tourne, sa vitesse angulaire, c'est phi point suivant K. Et on peut le montrer de toute façon. Donc, c'est phi point suivant K. Donc, je calcule ce terme. Donc, d de tau sur d de t dans R1, bien sûr, c'est 0. Je dérive dans la base de Freinet. Tau, il est lié à la base, donc ça va me donner 0. Ça, c'est phi point suivant K, vectoriel tau. Et K vectoriel tau, c'est n. Donc, ça me donne phi point suivant n. Voilà, et c'est très simple. Ça me donne phi point suivant n. Et donc, je remplace ici, je trouve 2L phi point au carré suivant n. D'accord? Bien. Pardon, ici. R1, c'est pas le repère de Freinet. R1, c'est le repère au rho au phi. Donc, la dérivée de tau par rapport à ça, c'est phi point suivant n. Pardon, ça, c'est phi point de tau. Donc, voilà, je dérive tau. C'est un vecteur qui est perpendiculaire, c'est n. C'est tau point suivant n. Donc, phi point plutôt, phi point suivant n. D'accord? Suivant le n. Et plus phi point, donc ça, je vais avoir phi point suivant n, plus phi point suivant n. Donc, ça, c'est 2 phi point suivant n, plutôt. D'accord? Donc, je reprends, hein, c'est la dérivée de tau par rapport à R0, c'est sa dérivée par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel tau. Donc, vous voyez bien, ce vecteur rho au phi, il tourne avec phi point.
Donc, phi point suivant K. Donc, R1, pour moi, c'est O, rho, phi et K. Et la dérivée d'Otto dans R1, c'est pas nul. Hein, c'est la dérivée d'Otto dans la base de Freinet, mais là, on n'est pas dans la base de Freinet. C'est la dérivée d'Otto, je m'excuse, dérivée d'Otto dans R1, c'est phi point fois N. Et plus phi point fois N, voilà, vous trouvez 2 phi point fois N, et là, je retrouve mon accélération gamma. Donc, j'espère que vous suivez. Il y a trop de calculs, donc allez-y doucement. Donc, laissez-vous guider par l'énoncé et normalement, on va y arriver. Donc, 2 phi point fois N multiplié par 2L fois phi point et je trouve 4L fois phi point au carré. Très bien. Ça, c'est l'expression de gamma. Question suivante, quelles sont les forces appliquées? Donc là, il faut faire très attention aussi. Vous avez le poids. Bon, plusieurs étudiants m'ont dit, bon, le poids, bon, parce qu'on a l'habitude de marquer le poids comme ça, c'est moins mg suivant j. Mais faites attention, ça, c'est dans le plan. ij dans le plan. K, il est perpendiculaire. Il est vers le haut. Et le poids, il est perpendiculaire au plan horizontal. Ça, c'est le plan horizontal. Horizontal. Faites très attention. Donc, le poids, c'est moins mg suivant K. Pour la réaction R, bon, dans le cas général, il va y avoir 3 composantes. Suivant, puisqu'on travaille dans la base de Freinet, donc ce sera RK, Rto et Rn. Il n'y a pas de frottement. Qu'est-ce que ça signifie? Pas de frottement. Eh bien, ça signifie la force de frottement est nulle, ça veut dire la composante de la réaction qui est tangente à la trajectoire, c'est cette composante qui est nulle. Et quelle est la composante qui est tangente à la trajectoire? C'est Rto. Donc, c'est la seule que je peux dire est égale à 0 puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, Rto égale à 0. Et donc, R, ce sera RK suivant K plus Rn suivant N. Enfin, il y a la force exercée par le ressort. Et là aussi, vous avez une expression à la force exercée par un ressort. Dans le cas général, c'est moins K fois l'allongement fois EI. Et je m'explique. Donc, l'allongement, c'est la longueur du ressort, la longueur totale, moins la longueur à vide. Et bien, notre cas, la longueur totale, c'est celle-là, c'est ρ. Et la longueur à vide, c'est L. Or, ρ, c'est 2 cosinus phi fois L, donc ça me donne L facteur de 2 cosinus phi moins 1. EI, qu'est-ce qu'il représente? C'est le vecteur unitaire dirigé du point fixe du ressort vers le point mobile. Donc, dans notre cas, c'est ρ. Donc, EI égale à ρ. Et donc, en définitive, voilà l'expression de la force, moins KL 2 cosinus phi moins 1 suivant ρ. Mais comme on nous dit d'exprimer tout dans la base de Freinet, donc, on va exprimer ρ dans la base de Freinet qui est moins cosinus phi suivant n, moins sinus phi suivant τ. Et voilà notre fameuse force exercée par le ressort. Mais ça, c'est l'étape la plus importante de cette première partie. C'est-à-dire exprimer correctement les forces, déterminer correctement gamma. Parce qu'après, ça sera juste des projections et des calculs. Par exemple, PFD, pour trouver l'équation du mouvement, on projette tout simplement la somme des forces égale à m gamma. Donc voilà, la composante de gamma suivant τ, c'est 2L phi seconde, elle est là, 2L phi seconde, multiplié par m, et puis je prends la composante de f suivant τ. Ensuite, suivant n, vous avez Rn plus la composante de f suivant n, et puis puisque gamma a 0 suivant k, et il reste le poids, la projection du poids suivant K et la projection de R. Et voilà les 3 équations qu'on obtient. Et maintenant, on nous dit, donc ça, à partir de l'équation 1, je vais simplifier par L et diviser par 2M, et j'ai l'expression de phi seconde. Mais ce qu'on me demande dans la question suivante, c'est d'exprimer quoi? D'exprimer phi point au carré en fonction de phi. Et là, on vous donne une indication. Vous remarquez que la dérivée de phi point au carré par rapport à phi, par rapport à temps ici, hein, pas par rapport à phi, par rapport au temps, pardon, ça c'est par rapport au temps, c'est 2 phi point fois phi seconde. D'accord? 2 phi point fois phi seconde. Bien. Bon, là, le mieux, c'est de travailler avec les différentiels. Donc là, on vous dit de toute façon, dans l'énoncé, on vous dit que la dérivée de x point au carré, c'est 2x point de dx point. Hein, c'est la différentielle. Donc là, je vais exprimer phi seconde en fonction de phi point d de phi point. Vous voyez que phi seconde, par définition, c'est 2 de phi point sur d de t. Je divise et je multiplie par d de phi. Et ça me donne d de phi point sur d de phi. Et ça, c'est phi point. Donc, je retrouve mon phi point d de phi point. Donc, je vais remplacer ici phi seconde par quoi? Par phi point d de phi point sur d de phi. Et je laisse le deuxième terme. Et après, je vais ramener ce d de phi de l'autre côté. Donc, je le ramène ici.
Voilà. Et phi point d de phi, je vais le remplacer par d de phi point au carré sur 2. Voilà, d de phi point au carré sur 2 et l'autre d de phi. Maintenant, il suffit d'intégrer. Donc, l'intégrale de ce 1,5, on peut l'introduire à l'intérieur. Donc, l'intégrale de la différentielle de x, c'est x. Donc là, je vais me retrouver avec phi point au carré sur 2. Donc, phi point au carré sur 2 est égal à k sur 2m. L'intégrale de sinus de phi d de phi, c'est moins cosinus de 2 phi sur 2. Et l'intégrale de moins sinus phi d de phi, c'est moins cosinus phi. Voilà. Plus une constante, éventuellement, bien sûr. Voilà. Donc la dérivée de sinus, on a dit c'est moins. Et là, c'est plus, donc, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Voilà. Maintenant, je vais remplacer cosinus de 2x par 2. Donc, cosinus de 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. Donc, je remplace est égal à k. Donc, le 2 avec le 2, ça s'en va. Donc, phi point au carré est égal à k sur m, facteur 2, moins, donc, cos carré de x sur 2, ce sera moins cos carré de x. Donc, sur 2, attendez, donc là, donc, ce sera moins, ce sera 1 demi, d'accord, ce sera 1 demi, moins cos carré de phi, plutôt, cos carré de phi, et plus cosinus de phi, plus une constante. Voilà, et on va déterminer la constante en disant phi point au carré de 0 égale à 0. Donc, ce qui implique, donc ça c'est 0, c'est 1 moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, la constante, ça sera k, bon, je vais utiliser notre stylo, constante, ça sera moins k sur 2m. Hein, parce que je vais avoir moins 1 plus 1 égale à 0. Constante plus k sur 2m égale à 0. La constante est égale à moins k sur 2m. Bon, vous remplacez la constante par sa valeur ici. Et on va se retrouver avec phi point au carré est égal à k. Je vais mettre ici cosinus phi en facteur. Cosinus phi sur m. Facteur de 1 moins cosinus phi. Et puis ce terme-là, k sur 2m plus une constante, c'est 0. Donc k sur 2m plus la constante, c'est égal à 0, car la constante, c'est moins k sur 2m. Et voilà, en définitive, ma relation phi point au carré. Donc, vous voyez, c'est que des calculs. Il faut bien faire attention. Quelques relations de trigonométrie, très utiles. Et on y arrive. Donc là, c'est mieux, effectivement, c'est mieux de travailler avec les différentiels que des dérivés. Mais on peut y arriver aussi avec les dérivés. Voilà. Donc, voilà phi point au carré. Maintenant, on peut, donc, phi point au carré, c'est k cosinus phi sur 1 facteur de 1 moins cosinus phi, c'est bon. Donc là, c'est les composantes de R maintenant. Donc ça, on n'a pas besoin. J'ai déjà fait. Bon, les composantes de R, il suffit de projeter le PFD sur K et vous avez directement RK et MG. Et puis Rn, on va le déterminer par cette relation. Donc deuxième équation, en projetant sur la normale. Et là, il faut remplacer phi point au carré par sa valeur. Donc on va remplacer phi point par sa valeur. K cosinus phi sur 1 facteur de 1 moins cosinus phi. Et toujours, voilà, donc par sa valeur, et vous allez, voilà, phi point au carré, vous le remplacez ici par sa valeur ici, et vous allez trouver facilement cette équation-là. Donc voilà, je vous laisse, ce petit calcul n'est pas compliqué. Donc c'est phi point, vous le remplacez par 4L k cosinus phi facteur de 1 moins cosinus phi, moins KL cosinus phi facteur de 2 cosinus moins 1, voilà, et je factorise par KL cosinus phi, vous voyez bien 4 plus 1, c'est 5. Et puis, vous avez 4 plus 2 avec le signe moins et le signe moins. Donc, c'est moins 6 cosinus. Donc, voilà la réaction suivant la normale. Donc, on a déterminé les réactions. Bon, maintenant, avant d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique, je rappelle ce que c'est que ce théorème. Donc, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est la puissance des forces conservatives plus la puissance des forces non conservatives. Une force est conservative s'il dérive d'un potentiel, c'est-à-dire je peux écrire f, c'est moins gradient de EP. Donc il existe une fonction scalaire EP telle que f égale à moins gradient de EP. Dans ce cas-là, si f égale à moins gradient de EP, on peut montrer facilement que dw c'est moins d de EP. Bon, je rappelle, si f égale à moins gradient de EP, vous multipliez les deux côtés par d de OM, c'est moins gradient de EP scalaire d de OM. Or, gradient de f scalaire d de m, c'est d de f, c'est moins d de EP. Et ça, c'est delta W.
Donc, delta W, c'est moins D de EP. Donc, pour les forces conservatives, vous avez F égale à moins gradient de EP. Et puis, les forces non conservatives, ils ne dérivent pas d'un potentiel. Bon, si je ramène ce terme de l'autre côté, vous voyez bien que D de EC plus D de EP, ça me donne la dérivée différentielle de l'énergie mécanique par rapport au temps. C'est égal à la puissance des forces non conservatives. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Bon, on va l'appliquer ici et retrouver l'équation du mouvement. Et souvent, le théorème de l'énergie cinétique, il est plus facile que le PFD parce que c'est des grandeurs scalaires. Donc, on n'a pas besoin de faire des projections. Et vous voyez, bon, la dérivée de l'énergie cinétique, c'est la puissance des forces conservatives, c'est-à-dire la puissance de plus la puissance des forces non conservatives. Donc, je rappelle que la vitesse, c'est 2L phi point suivant taux. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1 demi m fois la vitesse au carré. Donc, c'est-à-dire 2m L au carré phi point au carré. Sa dérivée, donc la dérivée de phi point au carré, c'est 2 phi point fois phi seconde. Donc, ça me donne ça. Donc, voilà le premier terme. Donc, vous voyez, c'est plus facile. Il n'y a pas de projection, il n'y a rien. Maintenant, la puissance du poids, c'est P scalaire V. Or, P est suivant K, V est suivant taux, et taux est perpendiculaire à K. Donc, ça, c'est égal à 0 tout de suite. R, c'est aussi 0. Pourquoi? Parce que R, c'est Rn suivant N, plus Rk suivant K. N est perpendiculaire à taux, K est perpendiculaire à taux, donc ça aussi, c'est 0. Donc, il me reste juste la puissance de la force exercée par le ressort. Donc, je prends sa composante suivante taux et vous allez trouver cette relation-là. Voilà, donc en faisant maintenant 4ml au carré phi point phi seconde égale à ça, vous simplifiez par phi point et vous avez directement l'équation du mouvement. Vous voyez, c'est plus simple l'étude énergétique. Et souvent, si vous avez le choix entre l'étude énergétique et le PFD, il faut prévaloir le théorème de l'énergie cinétique parce qu'il n'y a pas de projection, il n'y a rien. Il suffit de calculer la puissance des différentes forces dérivées de l'énergie cinétique et vous avez les résultats. Question 7, déterminer l'énergie potentielle. Bon, l'énergie potentielle, il suffit d'écrire dW comme étant moins la différentielle d'une fonction si la force est conservative. Et ceci nous permet de déterminer EP. Bon, pour le poids, c'est facile. Vous voyez le poids scalaire de do M, c'est P. Je rappelle que V, c'est D do M sur D de T. Donc, D do M, c'est V fois D de T. Or, on vient de dire que P scalaire V égale à 0 pour le poids. Et 0, je peux l'écrire, moi, la différentielle d'une constante. Donc, l'énergie potentielle associée au poids, c'est une constante. La même chose, le travail de la réaction, c'est 0, parce que R aussi est perpendiculaire à V, on vient de le montrer. Donc là aussi, c'est moi la différentielle d'une constante. Donc l'énergie potentielle qui provient du poids et R, c'est une constante. Il nous reste l'énergie potentielle associée au ressort. Bon, on va calculer F scalaire V, ça monte dans cette expression. Et je vais essayer, est-ce que je peux l'écrire comme étant la différentielle d'une fonction scalaire? Bon. Donc, vous voyez bien que de phi point fois d de t, c'est d de phi, parce que phi point, c'est d de phi sur d de t. Là, il faut essayer d'écrire 2 cosinus phi, c'est sinus de phi. Ensuite, moins sinus phi. Et je vous rappelle que sinus de phi, d de phi, c'est la différentielle de cosinus de 2 phi sur 2, avec un signe moins. Et moins sinus phi, d de phi, c'est égal à la différentielle de cosinus phi. Et donc, on peut écrire ça sous forme la différentielle d'une fonction scalaire. Donc, je remplace sinus 2 phi de 2 phi par, avec un signe moins, la différentielle de cosinus de 2 phi sur 2, et puis sinus phi de 2 phi par la différentielle de cosinus phi. Je mets la différentielle en facteur, je m'introduis la constante à l'intérieur, et je trouve une énergie potentielle qui est celle-là. Donc, voilà l'énergie potentielle associée cosinus phi. Et bien sûr, vous pouvez vérifier facilement que la force exercée, c'est moins gradient de cette fonction-là. Bien, donc voilà l'expression de l'énergie potentielle. Donc là, c'est cosinus phi moins 1 moins KL au carré plus une constante. Désolé pour l'écriture peut-être. Hein. K, voilà, KL au carré. Mais l'essentiel, c'est là. Hein. Il faut essayer de transformer 2 cosinus phi, sinus phi en sinus de phi. Et puis l'intégrale sinus de phi, de phi, c'est facile. De l'écrire sous forme différentielle plutôt. Et sinus phi, de phi, c'est facile de l'écrire sous forme différentielle de cosinus phi. Factorisé par différentiel. Vous avez différentiel de A plus différentiel de B. C'est la différentielle de A plus B. Voilà. Et on arrive à cette expression de l'énergie potentielle. Bon, on est presque arrivé. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Bon, il suffit de remplacer phi point par sa valeur qu'on a trouvé tout à l'heure et vous allez montrer facilement que c'est une constante. C'est moins KL au carré. Donc, le système est conservatif.
Enfin, quelles sont les positions d'équilibre? Ils sont définis par de deux manières. C'est un extrémum de l'énergie potentielle, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à phi est nulle, ou bien vous faites la somme des forces extérieures égale à 0. C'est ça qu'on utilise pour utiliser, ou bien, donc je dirais, ou bien la somme des forces extérieures est nulle. Donc ça, c'est deux équations qui permettent de déterminer les positions d'équilibre. Bon, on a l'expression de l'énergie potentielle. Si on le dérive, on trouve cette équation. Là, je vais retransformer sinus de phi en 2 cos phi sinus phi, 2 cosinus phi sinus phi. Et puis, je factorise par sinus phi. Donc, ça égale à 0 si sinus phi égale à 0, ou bien cosinus phi égale à 1,5. Donc, phi égale à 0, ou bien phi égale à plus ou moins pi sur 3, sachant que phi est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, vous avez 3 positions d'équilibre. Quelles sont les positions d'équilibre stables? Il faut déterminer la dérivée seconde. Donc, si la dérivée seconde est positive, c'est un équilibre stable, c'est-à-dire vous déplacez l'objet, il revient vers sa position d'équilibre. Si la concavité est vers le bas, c'est-à-dire dès que vous déplacez un objet, il s'éloigne de sa position d'équilibre. Donc là, s'il est positif, c'est stable, s'il est négatif, c'est instable tout simplement. Donc on calcule la dérivée seconde et puis on remplace par les valeurs de la position d'équilibre. Pour plus ou moins pi sur 3, vous allez trouver quelque chose qui est positif, donc c'est un équilibre stable. Et pour 0, c'est négatif, donc c'est un équilibre instable. Bon, c'est pas encore terminé, mais c'est presque. Le principe fondamental de la dynamique dans le repère non galilien, la somme des forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement, d'inertie de Coriolis, c'est m gamma relatif. Donc ça, c'est la forme de PFD. Oh, bon, vous avez OM est égal à ρ suivant ρ. Donc cette dérivée par rapport à R1, bien sûr, la dérivée de ρ par rapport à R1, c'est 0, parce que ρ il est lié à R1. Donc il va vous rester juste la dérivée de cosinus phi, qui est moins phi point sinus phi. Donc ça, c'est la vitesse relative. L'accélération, c'est la dérivée de ça. Donc vous allez avoir deux termes. La dérivée de phi point, c'est phi seconde. Et puis la dérivée de sinus, c'est phi point cosinus phi. Donc voilà gamma relatif. Après, bon, la force d'inertie, il faut chercher gamma d'entraînement. Bien sûr qu'il y a la dérivée de oméga par rapport à t dans R vectoriel OM plus oméga vectoriel OM. Bon, ça, on l'a fait plusieurs fois, ce type de question. Vous allez trouver la force gamma d'entraînement. Gamma Coriolis, c'est 2 oméga vectoriel à vitesse relative. Et vous allez trouver gamma Coriolis. Après, M gamma relatif, vous remplacez par la somme des forces extérieures, c'est-à-dire le poids plus la réaction plus la force exercée par le ressort. Il faut ajouter force d'inertie d'entraînement et force d'inertie Coriolis. On projette sur taux N et K et on arrive exactement aux mêmes équations que nous avons trouvées dans le repère fixe, dans le repère galiléen. Pas exactement les mêmes équations, mais le résultat final va être le même. Maintenant, pour déterminer phi seconde, il suffit de remarquer là où se trouve phi seconde. Comment éliminer cosinus phi, sinus phi? C'est très simple. Vous multipliez celui-là par cosinus phi. Vous multipliez tout ce terme, bien sûr, par cosinus phi. Vous multipliez tout ce terme par sinus phi. Celui-là par sinus phi, pardon, sinus phi. Celui-là par cos. Comme ça, vous allez avoir cos carré plus sinus carré égale à 1. Et comme ça, on arrive, voilà, cos sin. Et vous allez arriver facilement facilement, avec un petit calcul, vous allez retrouver, je vous laisse le soin de travailler un petit peu quand même, vous allez trouver cette équation-là qu'on a déjà trouvée dans le repère galilien. Donc voilà, pour ce sujet assez complet, j'espère que vous avez appris quelque chose à travers ce sujet. Je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, partager la chaîne avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.